notre invitée, Anne-Marie Paiement. Donc, je me présente, Annie Foucault, psychologue organisationnelle chez Pixonality et formatrice au GUN. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir en grand nombre aujourd'hui, là, puis même d'avoir l'opportunité de revoir certaines personnes que j'ai eu l'opportunité d'accompagner dans des mandats par le passé, et même de former là, dans les certifications GUN par le passé. J'aurai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec Anne-Marie Paiement pour notre webinaire offert par Pixonality en collaboration avec Ogun sur la conscience de soi. Juste parce qu'il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. Ce que je ferais peut-être pendant que les gens se connectent, c'est d'abord de vous demander là, aux gens qui sont présents d'où vous venez. Je vous inviterai à dire dans le chat d'où vous venez. On est toujours curieuse là, de savoir d'où proviennent les gens qui ont un intérêt pour Ogun ou qui travaillent déjà avec Ogun. Donc, n'hésitez pas à commencer à dire d'où vous venez. Là, ça va vraiment nous intéresser d'en apprendre plus sur vous. Je vois déjà Longueuil, Mirabel, donc pas très loin de chez nous à Rosemont. Donc, en fait, pendant que les gens se connectent aussi, je vais juste vous partager comment on va fonctionner avec Zoom. En fait, donc, vous utilisez déjà le chat, donc c'est exactement là où on peut se poser des questions. Je vais vraiment être responsable d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le chat, d'adresser des questions à Anne-Marie. En fait, on va avoir un 10 minutes à la fin pour échanger tous ensemble sur vos questions. Je vous inviterai en fait à adresser votre question à tout le monde pour que on puisse les voir là, puis que je puisse en fait les adresser par la suite à Anne-Marie. S'il y en a qui veulent poser des questions plus de manière confidentielle, là, vous pouvez aussi utiliser la section Q, questions et réponses là, pour que je puisse aller voir vos questions et les adresser au besoin. Donc, je vois vraiment beaucoup d'activités. Il y a des gens de Trois-Rivières, Laval, Sherbrooke, donc un peu partout. On va vraiment bien représenter le Québec aujourd'hui, Anne-Marie. Ça me fait Donc, vraiment plaisir de voir tout le monde qui se voit comme ça avec les différentes villes du Québec. Puis euh, j'ai une petite préférence pour Laval parce que j'ai grandi à Laval. Donc je suis contente de savoir qu'il y a quelqu'un de Laval qui vient. ah, c'est super. J'espère qu'il y a des gens de Rosemont aussi, si vous êtes là, faites signe. Donc, ben, en fait, je vais commencer par présenter notre invitée, Anne-Marie. Anne-Marie qui vient en fait de chez Ogun, consultante en fait principale chez Ogun. Donc, Anne-Marie, en fait, elle est consultante senior chez Ogun. Elle est psychologue organisationnelle. Elle a été accréditée au Québec, en fait, comme psychologue et aussi à l'international. Elle est née au Québec, mais elle est actuellement en Australie où elle prête son expertise vraiment aux évaluations psychométriques. Elle a fait beaucoup de coaching, du débrief aussi. Donc, elle a développé en fait la conscience de soi individuelle et d'équipe. C'était vraiment au cœur de ses activités, d'où toute la pertinence de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, on est très heureux là, chez Pixnality d'avoir l'opportunité d'échanger avec toi, Anne-Marie, aujourd'hui. Donc, je te prête la parole, Anne-Marie, et je serais heureuse de co-animer avec toi. Merci beaucoup, Annie. Puis moi aussi, je suis hyper heureuse que tu sois ma co-animatrice, mais hyper heureuse de participer à ce webinaire Pixonality parce que, bon, comme tu disais, présentement, je suis basée à Sydney, mais j'ai grandi au Québec, puis c'est vraiment un plaisir de pouvoir connecter avec le marché québécois, puis encore plus de faire un webinaire en québécois parce que ça fait un petit bout, là. D'habitude, je travaille plutôt en anglais dans les dernières années. Mais donc, merci beaucoup, Pictionality, d'organiser ce webinaire. Puis c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir travailler avec mon pays d'origine. Un grand plaisir pour nous aussi. Avant que tu te lances, Anne-Marie, pourquoi on parle de la conscience de soi aujourd'hui? Pourquoi avoir choisi ce thème-là plutôt qu'un autre? Oui, donc quand Pixonality et Hogan, on s'est mis à avoir des discussions au niveau de est-ce qu'on fait un webinaire ensemble en septembre parce que j'étais de passage à Montréal. Ben, il y a différents sujets qui nous venaient en tête. Puis en fait, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment pouvoir partager notre expertise sur un sujet qui serait opportun puis pertinent pour la majorité des gens en ce moment. On sait qu'avec tout le monde qui revient au travail après les vacances d'été, ben, c'est souvent le moment où les gens puis les organisations réfléchissent un peu plus à ce qu'ils souhaitent accomplir au cours de la prochaine année, Mm. puis au cours du prochain cycle aussi commercial, si on veut. Puis la conscience stratégique, en fait, ben, c'était comme le sujet parfait. Fait qu'on espère vraiment que le webinaire va nourrir vos réflexions sur le développement
de votre propre talent, mais aussi des talents au sein de votre organisation et peut-être même vous inspirer dans le développement de votre équipe si jamais vous êtes un leader, euh, ou de façon plus large là, au sein de votre organisation si vous travaillez dans les ressources humaines. Donc, pour l'ordre du jour aujourd'hui, on va commencer par regarder l'importance de la conscience de soi et plus précisément, on va parler de conscience de soi stratégique. Donc, on fait une distinction chez Hogan là, au niveau de la conscience de soi versus la conscience de soi stratégique. Puis, c'est vraiment clé au niveau du développement des talents. Ensuite de ça, on va regarder ensemble quelques obstacles courants auxquels les talents sont confrontés lorsqu'il vient le temps de développer leur conscience de soi puis de changer. Puis je vais en profiter pour partager là, quelques stratégies pratiques pour surmonter ces obstacles. Euh, Encore ici, dans l'optique de vous inspirer ou de vous donner des idées, un genre de brainstorming unilatéral, je vais partager quelques études de cas sur le développement des talents que j'ai vues, moi, chez Hogan, notamment pour développer la conscience de soi des hauts potentiels, des gestionnaires d'employés, puis d'une équipe. Et C'est puis, intéressant d'avoir des exemples concrets comme ça, là. oui, j'essaie toujours d'amener un peu d'exemples concrets. J'aime bien la recherche, j'aime bien la pratique, mais j'aime encore mieux quand les deux peuvent converger ensemble. Ah, c'est super. Et, euh, bon, quelques réflexions finales, puis ensuite de ça, on va avoir du temps, je l'espère, pour avoir une petite session de questions-réponses. Donc, comme Annie l'a déjà dit, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat ou dans le Q&R pour que Annie puisse les compiler puis qu'on puisse y répondre pendant cette période-là. Exact. On est vraiment là, intéressé à savoir ce qui vous anime. Là, donc, tout au long de la présentation, là, posez vos questions, puis je les trierai pour la fin. Super. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que la conscience de soi est importante? À un niveau très global, on observe dans les dernières années des bouleversements assez importants au niveau du marché de l'emploi et de la gestion des talents. Je suis sûre que la plupart d'entre vous avez vécu ça. Mais dans le fond, il y a l'économie numérique, il y a l'intelligence artificielle qui crée énormément de pression au niveau des changements qu'on observe. Notamment, 25 des emplois seront appelés à changer et ça crée un besoin et une pression énorme sur les organisations pour lesquelles ne pas développer et faire évoluer les talents entraînera nécessairement une stagnation de l'entreprise. En plus de ça, hein, c'est combiné, j'en entends souvent parler, mais c'est combiné à un marché de l'emploi qui est très compétitif. J'entends, bon, cette semaine, j'étais à Toronto avec Pixonality aussi. Puis, au cœur de nos discussions, euh, développer les talents, c'est hyper important comme stratégie aussi de rétention. Puis pour répondre à cette crise, bon, pour nous, il devient impératif que les individus puis les organisations prennent un pas de recul et identifient clairement les besoins stratégiques en matière de développement des talents afin de s'adapter aux changements qu'on observe actuellement, mais aussi aux changements futurs. Et ceci nécessite une forte capacité à la conscience de soi, qui est un élément central du développement des talents réussis. La conscience de soi, c'est hyper important parce que ça vous donne le pouvoir d'influencer les résultats. Ça nous aide à prendre des meilleures décisions, à reconnaître quand on a pris de mauvaises décisions. Ça nous permet aussi de comprendre les choses sous plusieurs perspectives, en nous libérant des préjugés puis des biais qu'on peut avoir, puis à reconnaître quand on a fait une erreur puis quand on doit changer de direction. Puis ça s'accomplit à travers différents mécanismes. Donc, ce qu'on observe chez les talents qui ont conscience de soi, en fait, c'est que d'abord, proactivement, ils vont solliciter la rétroaction euh, auprès de différentes personnes, mais sous différentes formes également. Une fois qu'ils reçoivent le feedback aussi, souvent, ils vont accepter la rétroaction, puis ils reconnaissent que les autres savent des choses qu'ils ne savent pas,
C'est impossible de savoir qu'est-ce qu'on ne sait pas. Puis, ils vont reconnaître aussi que le feedback qu'ils reçoivent des autres, c'est important, puis ça compte. Alors, moi, je dis toujours que le feedback, c'est un cadeau. Si les gens si les gens se souciaient pas de notre bien-être, ils prendraient pas le temps non plus de nous dire ces choses-là. Ensuite de ça, ils mettent en pratique la rétroaction et comme ils mettent en pratique ils tentent de changer, ben, les autres perçoivent le changement. Puis ça, c'est super important. Je vais en parler un peu plus tard, mais chez Hogan, on dit que la personne, elle a changé, pas seulement quand elle pense qu'elle a changé, mais quand les autres également perçoivent ça. Et comme ben, les autres perçoivent le changement, euh, puis, puis qu'ils mettent en pratique des nouveaux comportements, ben, ils réussissent davantage et à un niveau plus global, ben, ça génère un meilleur engagement autour d'eux et ils rendent le monde meilleur pour travailler. D'un autre côté, les talents qui manquent de conscience de soi vont malheureusement rater les signaux de rétroaction qui vont leur être communiqués. Donc, soit ils vont pas les écouter ou ils vont juste les rejeter ou se mettre sur la défensive. Ça fait en sorte qu'ils vont ignorer la rétroaction, puis qu'ils sont incapables d'admettre leurs erreurs et le fait qu'ils aient des défauts. Et comme il y a cette résistance-là, ben, en fait, c'est très lent pour les autres de voir du changement. Donc, s'ils sont s'ils ont déjà pas mal de succès, souvent, ils vont pas voir l'intérêt de changer leur comportement. Pourquoi changer s'il n'y a pas de problème? Et pour ceux, parfois, on va voir que, spécialement chez les talents là, qui ont un peu plus de doutes auprès d'eux-mêmes ou qui manquent un peu de confiance en soi, sous stress, ils vont avoir recours un peu à leur pattern confortable. Donc, ils vont retourner à des anciens comportements. Puis ça fait en sorte que ça ralentit aussi le changement. Et finalement, bon, comme ils sont incapables de changer les comportements critiques, on va voir comme un peu un plateau où ils vont échouer. Puis, dans certains cas, euh, en fait des conséquences extrêmement négatives là, auprès des autres. Là, on pèse pas nos mots ici là, quand on dit ils vont gâcher leur propre carrière, puis même peuvent gâcher la vie des autres qui les entourent. Hmm. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut voir ça comme des signes précurseurs que la personne pourrait gagner à développer une meilleure conscience de soi ou il y en a d'autres? Comment on identifie les gens qui gagneraient à la développer davantage? Très bonne question, Annie. Rapidement, ce qui me vient en tête, les premiers signes précurseurs pour une personne, là, en fait, je pense qu'il y aurait la diminution de la qualité des relations interpersonnelles. Il y aurait également le fait de répéter les mêmes erreurs. Ouais, répéter les mêmes erreurs. Une autre chose aussi qui me vient en tête, c'est peut-être un écart entre ce que la personne a dit d'elle plutôt que ce qu'elle fait ou ce que les autres observent d'elle. Puis aussi, euh, des fois, pour moi, c'est une pensée, un signe précurseur là, ou un indicateur que quelqu'un gagnerait à développer plus de conscience de soi, c'est quand elle a une pensée un peu comme dichotomique. Elle se voit Hmm. soit tout noir ou tout blanc, alors que la vraie conscience de soi, puis une conscience de soi stratégique aussi, c'est d'avoir une compréhension nuancée de ses forces et de ses faiblesses. Euh, ben vraiment, vraiment d'avoir cette compréhension nuancée, là. Il n'y a rien de tout noir ou tout blanc dans la vie. Hmm. Merci beaucoup pour ta réponse nuancée. Ben, parlant de conscience de soi, j'ai failli me devancer, mais qu'est-ce qu'on entend en fait par la conscience de soi stratégique chez Hogan? Donc, j'ai mentionné, c'est comprendre ses forces et ses limites, mais également une deuxième composante majeure, puis vraiment ce qui distingue la conscience de soi stratégique de la conscience de soi simple, c'est de comprendre comment est-ce que nos forces et nos limites se comparent à celles des autres. Donc, en psychologie, il y a cette idée largement acceptée que c'est important de se connaître.
Mais ce qui est vraiment important, en fait, c'est juste se connaître. Ben, c'est pas suffisant pour envoyer le développement personnel, le développement des talents dans la bonne direction. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'est-ce qu'on doit changer, puis comment est-ce qu'on se compare par rapport aux autres, puis vraiment d'identifier là, le 20% qui va avoir le 80% d'impact au niveau de sa performance, puis au niveau de la qualité de ses relations interpersonnelles avec les autres. Pardon. Comment la personnalité est liée à la conscience de soi? Ben, de base, la personnalité, c'est l'ensemble des dispositions individuelles qui nous caractérisent, puis qui nous différencient des autres aussi, tant dans notre manière de nous comporter que dans notre façon de penser, d'interpréter la réalité, puis de ressentir nos émotions. Ça nous fournit un cadre pour comprendre aussi comment est-ce qu'on se ressemble, mais aussi comment est-ce qu'on diffère. Donc, on se ressemble tous euh, sur le fait qu'on cherche à s'entendre. Chez Hogan, en anglais, on dit getting along, à progresser, donc getting ahead, puis à trouver un sens aussi. Donc, ça, c'est comme des besoins fondamentaux qu'on a, des objectifs fondamentaux qu'on partage tous. Par contre, on diffère dans la façon dont on cherche à s'entendre avec les autres, à progresser au niveau de notre vie personnelle, de notre carrière, puis à trouver un sens. Et donc, la personnalité d'un leader ben, va vraiment déterminer comment est-ce qu'il dirige également, donc comment est-ce qu'il aide le groupe ou l'équipe à s'entendre, à progresser, puis à trouver un sens. Chez Également, donc, si vous souhaitez progresser dans votre carrière, c'est fondamental que vous receviez des retours d'expérience du monde réel sur la manière dont vous interagissez avec les gens, en particulier sur les actions sociales que vous entreprenez pour vous entendre progresser et donner un sens. Ne pouvez pas simplement rester seul et réfléchir pour développer une conscience de soi. On a fait des études là-dessus, puis même les personnes qui ont qui ont le plus de conscience de soi stratégique ignorent quand même certaines portions de leur réputation. Puis, chez Hogan, on met vraiment l'accent sur connaître et être conscient de notre réputation. Donc, comment est-ce que les autres nous voient, plutôt que seulement focuser sur comment est-ce que nous, on se perçoit, parce qu'on sait que notre réputation, en fait, c'est ça qui est le plus lié à notre succès de carrière. Puis, la dernière chose que je voudrais dire sur la conscience de soi stratégique, puis sur la rétroaction en fait qu'on reçoit, pour moi, la vraie conscience de soi stratégique, c'est quand on comprend qu'est-ce qu'on doit continuer, arrêter, puis commencer à faire. Puis ça, bon, c'est un exemple très personnel, mais je vous donne un exemple concret là, avec On quelqu'un est qui est curieux. élevé à sociabilité. Donc, quand on est élevé à sociabilité, on aime ça parler, on aime ça parler naturellement, mais on aime ça parler avec avec les gens aussi. Mais par contre, puis ça, c'est du feedback que j'ai déjà reçu. On a tendance aussi à interrompre les autres, puis ça peut être hyper frustrant pour notre entourage. Euh, et donc, quelque chose que, par exemple, moi, je vais essayer de faire, tu sais, c'est aussi tu sais, de trouver la balance entre écouter plutôt que de parler, puis partager aussi comme le centre de l'attention avec les autres. Merci beaucoup pour ta transparence, puis avec cet exemple concret-là, là, puis j'ai pas noté dans mes échanges avec toi, là, cette tendance à interrompre, là. Je me demandais, est-ce qu'il y a des échelles dans les outils Hogan qui peuvent peut-être nous donner un indice sur est-ce que la personne elle serait susceptible d'avoir une bonne conscience de soi? Tu sais, on peut-tu, avant même d'aller faire une rétroaction, savoir, ça va me donner un indice. Euh, oui, mais il semble. Donc, on a fait des études. On a fait une étude en fait l'année dernière qu'on a présentée à SIOP, donc la Société de psychologie industrielle et organisationnelle. OK? Et puis, dans le fond, on avait des données 360. Et puis, on a vérifié. En fait, on a comme exploré à quel point est-ce que les gens
leur auto-perception versus la perception que les autres ont d'eux-mêmes était cohérente. Et, euh, et bon, comme je disais, ça varie chez les gens, puis même les personnes qui ont la meilleure conscience de soi euh, euh, ont comme des points aveugles au niveau de Mhm, leur réputation. Mais, euh, mais ça aussi, ça nous a permis, en fait, une fois qu'on avait ces données-là, de vérifier ben, mhm, est-ce qu'il y a des échelles Hogan qui permettent de prédire à quel point est-ce que quelqu'un a une conscience de soi stratégique ou pas. Puis il y a mm, quelques échelles qui ont ressorti, notamment l'ajustement. Donc, quand ouais, les gens sont moyens, élevés à ajustement, ça peut être une indication qui ont peut-être un peu plus de conscience de soi stratégique mhm, et également la curiosité. Donc, là aussi, on observait une relation positive. Euh, Au niveau des dérailleurs, on ouais. voyait que euh, zut, j'ai oublié, imaginatif, Ouais, appliqué et j'oubliais mischievous, charmeur. charmeur. Ouais, merci. Et Charmeur, en fait, avait une relation négative. Donc, pour Hmm, certaines personnes, lorsque ces dérailleurs-là sont présents, ça semble en fait être lié à un peu moins de conscience de soi. Mais si on remet tout ça en ouais, perspective, oui, la personnalité peut donner un indice, mais il mhm, semble que c'est plutôt ce serait plutôt d'autres choses, en fait, qui expliqueraient le fait d'avoir développé une bonne conscience de soi stratégique, notamment du feedback externe ou des expériences, ouais. plus que des prédicteurs individuels. Ah, c'est vraiment intéressant, là. Donc, c'est pas 100% là, de la source d'information d'aller se fier au trait pour savoir que si la personne a une conscience de soi ou non, mais il y a quand même une étude très poussée avec des 360 notamment, là, qui a été faite. Fait que je trouve ça très intéressant. Merci d'appuyer vraiment ta Ça, réponse. ça fait plaisir, puis même je serais curieuse de savoir parmi les gens qui sont avec nous, euh, ça m'étonnerait pas tu sais, que vous ayez vu des profils semblables avec des personnes qui semblaient avoir pourtant une conscience de leur propre force très différente. Euh, Bref, donc, Anne-Marie, je me permettrais peut-être de poser une question juste parce que c'est en lien OK. avec l'étude plutôt que de la poser à la fin. Mais il y a quelqu'un dans nos participants qui demande est-ce que les cellules sceptiques élevées d'Hogan avaient un lien avec la conscience de soi? Non, on n'a pas vu de lien significatif euh, important. Il semblait que c'était plutôt les trois échelles là, dont j'ai parlé. Et Hmm, malgré même malgré même pour ces échelles-là, la relation, elle était significative, mais elle restait quand même faible à modérée. Donc, c'était pas nécessairement, je veux pas non plus qu'on tire comme des mhm. trop grandes conclusions là, par rapport à ça. Ça, c'est une échelle à la fois. Tu sais, il y a plein d'autres choses dans le profil qui peuvent venir influencer après ça si la personne va faire preuve de conscience de soi, là. Mais parfait, merci pour ta Absolument. réponse, Anne-Marie. Ça fait plaisir. Merci pour la question. C'est une super bonne question. Alors, donc, OK, regardons différents obstacles maintenant qui font en sorte que la conscience de soi peut être parfois très difficile, puis que le changement peut être difficile. On va en regarder quatre ensemble. Il y en a d'autres, mais vraiment, ça, ce sont comme les principaux. Bon, je pense que je vais pas surprendre beaucoup de gens aujourd'hui en commençant par l'ego euh, comme facteur, en fait, qui rend la conscience de soi un peu plus difficile. On sait que accroître notre propre conscience de soi peut être vraiment douloureux et très émotionnel. On sait aussi que le cerveau humain tente de maintenir des informations négatives à l'extérieur de soi, puis notamment ça se traduit par des biais, des défauts de jugement, des distorsions de la mémoire. On essaie de se convaincre de nous-mêmes parfois pour s'auto-protéger. Et l'ego des leaders aussi. Donc, ça a un impact sur nous-mêmes, mais notre ego aussi, ça a un impact sur
la capacité des autres à fournir de la rétroaction. Donc, parfois, ils peuvent craindre de donner un retour d'expérience honnête et nécessairement, ben ça agit à titre de barrière aussi pour développer votre propre conscience de soi. Le deuxième obstacle qui est assez important, c'est l'ambivalence, hein. C'est normal euh, d'être très motivé à vouloir s'améliorer, puis très motivé aussi à vouloir recevoir du feedback, mais aussi d'en avoir peur. Puis on sait que les gens qui veulent changer, ils veulent changer, mais ils veulent aussi à la fois pas changer. Donc, il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur de l'échec, il y a la peur de la perte de bénéfices ou la peur de la nouveauté aussi là, qui sont impliquées là-dedans. Troisième obstacle, c'est l'énergie. Puis l'énergie requise pour traiter l'information, aller chercher de l'information, mais aussi pour se mettre en mode changement. Donc, le changement de comportement, souvent, c'est pas un changement temporaire, hein, c'est un changement de mode de vie. Puis nécessairement, ben, ça nécessite une quantité considérable de temps, d'effort, de discipline, puis de concentration soutenue on s'en vient de moins en moins bien avec la concentration soutenue, mais c'est vraiment ça que ça demande. Euh, on sait aussi que quand nos ressources sont épuisées, les gens vont être plus susceptibles d'adopter des comportements qui sont nocifs pour eux-mêmes. Donc, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on a beaucoup de pression ou quand on est complaisant, ben, nécessairement, ça va aussi jouer sur notre niveau d'énergie qu'on peut déployer à développer notre conscience de soi puis à développer nos compétences. Finalement, dernier facteur qu'on va regarder ensemble, c'est la fragilité puis la durabilité aussi de la réputation. Donc, malheureusement, il faut beaucoup de bonnes actions pour être considéré comme une bonne personne, mais il suffit d'un seul acte pour être considéré comme mauvais. Ça, je l'entends souvent Hmm. chez mes amis qui sont mamans. Hein, ça prend beaucoup. Ça Je prend, peux, je peux on fait comprendre. ça prend juste une fois pour un truc pour qu'on soit considéré comme une mauvaise mère. Bref. Donc, malheureusement, la perception est un peu la réalité euh, euh, dans ce cas-ci au niveau de notre réputation, Hmm. pas au niveau de la réalité comme telle, mais il faut beaucoup de temps pour que les autres puissent percevoir un véritable changement. Comme je disais Hmm. plus tôt, véritable changement, mais c'est pas juste quand nous on pense qu'on a changé ou quand on a intégré le feedback, c'est quand les autres aussi le perçoivent. Puis ça s'appelle en fait le poids de basculement moral asymétrique. Donc, plus de preuves sont nécessaires pour démontrer une amélioration que pour démontrer une dégradation. Puis, cette asymétrie-là, elle est encore plus marquée quand il s'agit de commencer des nouveaux comportements qu'on faisait plutôt que d'arrêter des actions existantes. Donc, Hmm. encore là, d'autant plus la pertinence, c'est d'utiliser le cadre, là, continuer, arrêter, commencer. Exact. Puis parfois, de arrêter de faire quelque chose, en fait, c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Hmm. Puis quand je t'entends parler, tu sais, je vois beaucoup, c'est ça, de barrières, de freins à développer une conscience de soi. Puis il y a un participant dans la salle qui a eu la même question que moi, qui me brûlait sur les lèvres, que je me demandais, tu sais, il y a beaucoup de barrières. Puis après ça, c'est quoi un peu le what is in it for me? Donc, la valeur ajoutée pour l'individu lui-même de venir travailler sur sa conscience de soi, considérant toutes les barrières qu'il y a autour de ça. Oui, oui, effectivement, je parle beaucoup de barrières, mais c'est quoi les avantages, hein, aussi? Exact. Puis c'est hyper important, je pense, de se rattacher à ces avantages-là quand on fait face aux barrières. Puis je vais être vraiment simple avec tout le monde aujourd'hui, mais euh, meilleure relation interpersonnelle, Hmm. meilleur succès de carrière, puis plus de sens aussi. Hein? C'est pas Donc, rien. non, ben, puis ça se rattache en fait à nos besoins fondamentaux, là. Hmm. Donc, ouais, c'est plus de fun avec les autres, plus de succès dans sa carrière, puis, mais aussi plus de satisfaction
à plus long terme, là, tu sais, quand, à la fin de notre carrière ou à la fin de notre vie, quand que, Ouais. on prend un peu comme un pas de recul, puis on regarde comment est-ce que ça s'est passé. Hmm. Euh, ben, plus de conscience de soi est associé à plus de satisfaction aussi, puis plus de sens. Comme mieux comprendre le récit de sa vie, finalement, là, avec un peu de Ouais, détachement, là. oui, puis, Hmm. puis en être satisfait, puis Ouais, exact. merci. J'aime bien, moi, parfois, me poser la question, ah, qu'est-ce que je peux faire pour futur Anne-Marie ou, tu sais, dans 30 Ouais. ans, qu'est-ce que j'aurais aimé que la jeune Hmm. Anne-Marie fasse maintenant? Ah, c'est bien d'être empathique envers la future toi. J'essaie. Euh, donc, bon, j'ai juste de partager un peu une stratégie concrète ou Uh-huh. un truc, mais de façon peut-être plus globale ou organisationnelle au niveau de votre équipe. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider vos talents à développer une conscience de soi stratégique? J'ai quelques recommandations pour vous. Donc, la première, établir une base objective en utilisant des données. Notamment, ça nous permet vraiment de contourner la barrière de l'ego. Donc, particulièrement quand on utilise des évaluations de personnalité valides puis fiables, ça peut donner une représentation objective de la réputation de quelqu'un, puis un peu être moins subjectif ou moins confrontant. Euh, Fait qu'un Deuxième 360, par exemple, pour être une bonne utilisation des données, là. Un 360, ça pourrait être une bonne façon d'utiliser des données. Euh, Hogan est Ouais, basé et validé avec des 360 aussi. Donc, aussi. parfois, ça peut être une façon un peu moins coûteuse en termes de temps puis en termes de ressources là, pour déjà fournir cette base d'objectifs. Puis ce que je veux dire par là, c'est en fait nos descriptifs chez Hogan, les descriptifs qui sont associés à différents scores, en fait, qui sont Hmm. basés sur des données 360 là, qu'on a obtenues dans le passé. Donc, par exemple. Ouais, Le 360 aussi, en fait, combiner ensemble, la personne ne ouais, peut les pas se deux. cacher, hein? C'est ça, exactement, exactement, là, avec les outils psychométriques comme Mougun, qui sont très riches, un 360, on commence à avoir beaucoup, beaucoup d'informations sur soi-même. Oui, exact. Ensuite de ça, vraiment prendre une approche individualisée. Puis ça, en fait, ça nous permet aussi d'identifier quels objectifs sont réalisables, puis selon les besoins de la personne, plutôt que de prendre une approche un peu one size fits all. Donc ça permet de réduire l'ambivalence aussi, puis la demande en énergie requise pour faire le changement. Euh, Troisième recommandation, n'hésitez pas à tenir la personne responsable de ses propres objectifs et de combiner ça aussi avec du soutien social. Donc, trouver des mentors qui peuvent les aider, impliquer leurs dirigeants puis leurs superviseurs dans les programmes de développement. On sait que le soutien social, c'est le facteur numéro un, le plus important quand vient le temps de mettre en place des changements. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui veut s'améliorer, puis son environnement, en fait, qui lui met des bâtons dans les roues. Euh, et la dernière chose, en fait, bon, se commettre au développement Kaizen. Kaizen, c'est un concept japonais qui a été popularisé par Toyota. Ça veut dire Kaizen, ça veut dire en fait amélioration continue. Et donc, c'est des petits changements qui, sur le long terme, ont un impact positif. Donc, plutôt que de se concentrer sur une stratégie d'intervention unique et temporaire, ben, ce qu'on veut faire, c'est vraiment focuser sur un développement continu pour provoquer un véritable changement. Puis ça, ben, Hmm. ça adresse la fragilité. Ah, comment t'expliques? Fragilité? Ah oui, fragilité et durabilité. Je faisais un Un mix mot des deux. composé. Exactement. Je me permets de te partager un truc
qui est similaire au tien que tu avais partagé, là, qui vient de René, là, qui, lui, Oui, au lieu de penser à celle qui serait dans la personne qui serait dans le futur, ben, il dit qu'il faut aussi réfléchir sur le fait qu'on est aujourd'hui à l'endroit où nous avons rêvé il y a 5 ans, donc ça nous heureux oui, du résultat. Donc, il fait l'exercice opposé, qui, j'imagine, est tout aussi aidant. absolument. Je pense que c'est d'autant plus important pour les individus qui sont pas toujours élevés à accomplissement. C'est ça, accomplissement Oui, on peut le voir en comme ça, français, c'est oui. vrai. Ouais, Hmm. mais oui, c'est tellement vrai. J'adore, Hmm. j'adore ces pépites de sagesse. Alors, donc, j'aimerais peut-être terminer en partageant quelques études de cas. Donc, j'ai inclus quand même assez de détails, en fait, même au niveau comme du processus, parce que Mhm. mon objectif, peut-être, c'est de vous donner des idées ou comme un brouillon là, sur lequel partir si jamais vous rencontrez des challenges similaires là, au sein de votre organisation. Donc, Ah, merci. C'est euh, vraiment un des exemples concrets qu'on va pouvoir appliquer à notre réalité dans le monde du travail, là. Merci beaucoup. ça fait plaisir, puis j'en ai d'autres, mais je pense que je vais avoir le temps juste pour toi. Mais au besoin, en fait, là, sachez que vous pouvez toujours me contacter après la présentation. Puis moi, toutes les questions pertinentes, je vais pouvoir après ça les adresser à Anne-Marie si vous avez besoin d'exemples concrets. Ils ont beaucoup d'études de cas là, chez Hogan. C'est à chaque fois que j'ai un besoin spécifique, même dans un catégorie de poste spécifique, je les contacte et j'ai quelque chose qui avait déjà développé. Là, donc, n'hésitez pas à me contacter. Puis Anne-Marie, je suis sûre que elle, ça va se faire un plaisir de nous accompagner au besoin. Absolument. Puis je vais amener différentes études de cas. Bon, certains plutôt qu'on a vus au sein de notre équipe euh, directe aux Mhm. États-Unis, Oui. mais certains aussi dans lesquels j'étais impliquée là, à un niveau plus global, euh, notamment en Asie-Pacifique. Hmm. Donc, première étude de cas qui en fait cible la planification de la succession pour des talents à haut potentiel. Donc, on avait un de nos clients, c'est une entreprise informatique mondiale qui est basée aux États-Unis. Et puis, en fait, ils avaient un gros problème de roulement. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous ont contactés. Puis, on a fait une étude, en fait, 100% custom ou personnalisée là, à cette organisation-là pour identifier, en fait, qui sont leurs talents à fort potentiel, qui sont le plus susceptibles aussi de rester au sein de l'organisation. Donc, quand il y a un taux de roulement assez élevé comme ça, en fait, l'entreprise, elle était un peu, elle avait envie d'investir dans les talents, mais elle n'avait pas comme envie d'investir, puis qu'après ça, ils partent. Fait que c'était comme une façon pour elle là, d'identifier comment est-ce que mon retour sur investissement pouvait être le Ouais. plus grand. Hmm. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est créer un profil de succès. Et donc, on a on a recherché les qualités au niveau de la personnalité, là, de leur haut potentiel et également ceux qui étaient le plus susceptibles de quitter. Donc, quand est venu le temps d'identifier qui ferait partie de leur programme de développement, on a screen in, dans le fond, les gens qui rencontraient les caractéristiques des hauts potentiels les plus performants qu'on avait identifiés Mhm. grâce à leurs données de performance, donc qui communiquent de manière proactive, agissent de manière décisive, acceptent volontiers les défis et tolèrent l'ambiguïté. C'est Puis, comme en fait, c'est comme l'ADN du performant, là, ce que tu décris là. oui, exactement. Et puis, ils ont décidé d'écarter, dans le fond, les hauts potentiels qui étaient les plus susceptibles de quitter. Puis donc, quand on regardait les données passées, en fait, ceux qui étaient le plus susceptibles de quitter de cette organisation-là dans le passé, c'était ceux qui avaient plutôt tendance à prendre des décisions lentement, puis qui étaient réticents à prendre des mesures individuelles ou à démontrer de la proactivité. Donc, il y avait quand même aussi de la cohérence là, euh, entre être un haut performant et être un haut performant qui reste. C'est ça, on voit vraiment l'agilité là, qui est au cœur de ceux qui performent puis ceux qui quittent finalement, là. Absolument. L'agilité, la tolérance à l'ambiguïté, Ouais. l'initiative,
Puis pas l'absence, mais tu sais, pas avoir peur de prendre des risques ou de Mhm. prendre une mauvaise décision. Puis après ça, Ouais, c'est pas grave, on va juste, si on a pris la mauvaise décision, ben, on va corriger. exact. Ensuite de ça, donc, il y a eu pour les personnes qui ont fait partie du programme de développement, ils ont reçu un coaching individuel en utilisant le Leadership Forecast Series. Et donc, ça, vraiment, c'est la solution organe la plus poussée là, au niveau du développement. Donc, Mm. euh, vraiment, l'idée, là, c'était de développer leur conscience de soi stratégique et, euh, et de mettre en place, en fait, par la suite, un soutien à leur développement. Donc, on a collaboré avec notre client pour créer les plans de développement individuels en fonction des forces, des faiblesses, des risques, puis des valeurs également, parce que bon, le MVP était inclus. Et ensuite de ça, donc, les hauts potentiels, ils ont identifié des objectifs réalisables, puis ils ont eu l'opportunité de bénéficier d'un mentorat de la part de leur superviseur. Euh, donc, oui, ils étaient responsables, mais également leur superviseur là, avait une part à jouer là, dans le développement de ces hauts potentiels. Puis en fait, je trouve que c'est une des études de cas là, vraiment inspirantes qu'on a chez Hogan parce qu'après 4 ans, en fait, donc on a continué à les suivre. Puis après 4 ans, on a vu l'organisation, en fait, elle a vu leur taux de roulement chez les hauts potentiels considérablement diminuer, là, tant au niveau involontaire que Ouais. volontaire. Donc, Wow, c'est assez impressionnant les chiffres quand on regarde oui, ça, là. ouais, ouais, ouais. Ben, c'est Wow. le pouvoir des données, puis d'appliquer la psychologie organisationnelle à bon escient, je trouve. C'est ça, avec vraiment un processus rigoureux là, du début à la fin, là, puis on n'oublie pas l'implication des gestionnaires qui est tellement clé dans un processus de développement. Là, Absolument. mais c'est le fun de le voir en chiffres. C'est rare qu'on a accès à Oui. ça. Là. On ne sait jamais vraiment souvent l'impact de nos interventions en RH, psychologie du travail. Fait que c'est le fun quand on peut avoir des chiffres comme ça. Là. Absolument, ouais. Je suis super contente qu'on ait suivi l'organisation pendant 4 ans. Là. Hmm. Ça fait partie des meilleures pratiques, mais des fois, Oui, c'est ça qui saute, là, c'est ça. malheureusement. Il faut couper des fois, on comprend que ça saute. Mais bon, donc j'espère que ça pourrait vous inspirer, là. Bref, le taux de rotation a passé de 32% à 3%, là, ce qui est Hmm. assez considérable. Ouais. Deuxième étude de cas que je vous amène, celle-là, en fait, c'est une dans laquelle j'ai été impliquée, mais c'est aussi une étude de cas particulière dans le sens où Hogan était l'une des nombreuses pièces du casse-tête. Donc, on avait un client qui était assez autonome, puis qui avait une forte équipe à l'interne. Et dans le fond, ils ont fait affaire avec Hogan vraiment pour le niveau conscience, développer la conscience de soi stratégique. Et dans le fond, donc c'est une entreprise mondiale de gestion d'investissement. Et ils se sont rendus compte, en fait, ils recevaient souvent le feedback là, que leur gestionnaire de personnes, ils se sentaient mal préparés pour leur nouveau rôle. Et donc, ils ont fait un sondage et ils ont identifié en fait que c'était la majorité, là, 65%. Et puis, ils ont développé à l'interne un programme de développement du leadership qui était axé sur les compétences essentielles requises pour les gestionnaires de personnes, mais spécifiquement pour au sein de cette organisation-là. Donc, je vous partage, ils m'ont partagé les étapes là, qu'ils ont suivies de façon plus globale, même si c'est pas toujours Hogan qui les faisait. L'étape 1, en fait, c'est eux-mêmes qui l'ont réalisé. Donc, ils ont défini les besoins en développement. Ils ont fait une étude à l'interne et donc, ils se sont rendus compte que les nouveaux gestionnaires, ben, ils savaient pas trop c'est quoi, qu'est-ce qu'on avait comme attente envers eux. Ils ressentaient des besoins pour pour être mieux outillés à aborder des défis d'équipe ou avoir des conversations difficiles. L'innovation, la créativité au niveau de la résolution de problèmes, c'était aussi quelque chose qui était au cœur là, de leurs besoins. Puis, euh, également, bon, communication, culture, mais établir des liens au sein de l'entreprise, créer leur réseau.
c'était également quelque chose, un peu avoir ce réseau social de personnes qui passent à travers un peu les mêmes étapes que soi, c'était quelque chose qu'ils recherchaient. Et donc, comme c'est une entreprise globale, ils ont décidé de développer un programme de formation qui était en virtuel, mais qui était 100% interactif. Donc, il y avait toujours Mm. quelqu'un au sein de l'organisation qui animait les activités. Donc, c'est toujours en live. Ouais. Et ils ont décidé de commencer avec une évaluation Hogan. On a utilisé le rapport Leader Focus ou Dimension du leadership. Là, ça dépend des fois comment on l'appelle, qu'on le traduit. Oui, oui, Mais je l'aime beaucoup, ce rapport-là, là, avec les 6 styles de leader, là. exactement. Et donc, et ensuite de ça, en fait, c'était suivi là, de 4 sessions de 2 heures et demie espacées sur 3 semaines consécutives. Et puis, comme parfois, ah oui, pour tenir les gens responsables, en fait, euh, à la fin du programme, il faisait une étude de cas en groupe, il le présentait aux dirigeants. Euh, voilà. Donc, OK. rapidement, l'idée, c'était de développer leur conscience de soi sur leur marque de leadership personnel. Et c'est Mm. vraiment ce que ce rapport-là, en fait, là, c'est vraiment le focus du leader focus. Mais dans le fond, c'est un rapport on avait développé initialement pour Microsoft, puis on trouvait ça tellement chouette qu'on s'est dit on va le rendre accessible à tout le monde, là. C'est un rapport que j'adore. Il n'est pas confrontant pour un leader parce que ça fait juste montrer que tu as différents styles de leader. Puis, comme tu disais, Oui, tu as ta propre marque de leader. Puis, tu sais, exact. c'est vraiment pas de bon, de mauvais profil, là. Fait que c'est très, très positif, là. Exactement. Et donc, tout dépendant des où les gens étaient situés, parfois on pouvait offrir un débrief individuel. Des fois, on le faisait en groupe. Moi, j'étais impliquée dans un débrief de groupe. Puis, bref, c'est super intéressant, là. Les gens reçoivent leur rapport à l'avance. Ensuite de ça, on le regarde ensemble. Puis, on peut répondre à leurs questions. Comme tu disais, Annie, c'est pas du tout confrontant comme rapport non plus. L'idée, pour moi, c'est vraiment une super solution pour commencer à développer la conscience du soi. Mm. Dernier, dernière étude de cas que je voulais partager parce que euh, c'est au niveau du développement d'équipe, mais vraiment, là, je trouve qu'on a suivi genre 100% des meilleures pratiques au niveau de développer la conscience de soi individuelle, mais aussi d'une équipe. OK. Donc, c'est en fait, notre client ici était un fabricant pharmaceutique mondial qui a énormément de succès. Et en fait, ils avaient une usine qui était hyper performante pour remplir les commandes, puis tout ça, donc au niveau opérationnel. Mais par contre, ils rencontraient des défis au niveau de l'innovation. Donc, ils voulaient Mm. vraiment l'objectif de ce programme-là de développement d'équipe de management, c'était de faire passer l'équipe de gestion à des bons gestionnaires qui exécutent des commandes, à d'excellents leaders qui dirigent le changement puis l'innovation. Quand je dis, je trouve que c'est un super exemple parce qu'on a vraiment suivi les meilleures pratiques, ben, souvent ça commence par des rencontres avec les leaders de l'équipe. Donc, Ouais. on a rencontré l'équipe, on s'est entendu on a rencontré les leaders en fait, donc Mhm. le responsable de l'équipe de direction puis le chef de programme. On s'est entendu sur les objectifs. On leur a bien expliqué aussi qu'est-ce que ça allait nécessiter comme engagement de leur part. Et bon, évidemment, il voulait vraiment participer. C'était génial. C'était vraiment un beau mandat. Euh, donc, on a commencé encore une meilleure pratique. On a commencé par d'abord développer la conscience de soi individuelle. Mhm. Donc ça met vraiment la table pour ensuite de ça faciliter les conversations quand que tout le monde va être en équipe. Puis Mm. là encore, on a utilisé là, le Leadership Forecast Series. Donc, ils ont reçu chacun, c'est comme on a vraiment pris soin là, de chaque personne individuellement d'abord en Ouais. leur donnant un débrief de coaching. Et ensuite de ça, ben, on s'est mis tout le monde en équipe. Mm. Et puis, on a utilisé en fait nos données de référence là, pour l'industrie pharmaceutique. Puis, Ouais. ça leur donnait en plus
non seulement ils avaient des insights au niveau de leurs résultats ensemble, qu'est-ce que ça voulait dire au niveau de leur réputation d'équipe, mais aussi ils pouvaient comme se comparer comme équipe. On est comment par rapport à l'industrie pharmaceutique. C'est vraiment intéressant. Vous avez impliqué les équipes dès le début, avant de lancer le processus. Après ça, ils ont pu vraiment mieux se connaître. Puis j'imagine que ça a facilité l'ouverture à l'autre après ça, là, d'avoir mieux compris ses propres résultats. Puis je trouve que c'est vraiment bien organisé, tout est ficelé pour que finalement, ça a un bon impact. Ouais, vraiment. Moi, je trouve que c'est la façon la plus efficace Ouais. d'accélérer la performance d'une équipe, là, vraiment de suivre ce processus-là. Je l'ai Hum. fait aussi dans le passé avant d'être chez Hogan. Puis ça s'arrête pas à l'intervention d'équipe, hein. Ensuite de ça, on veut vraiment commettre au développement Kaizen. Donc c'est pas un, une intervention unique. Le changement, c'est continu. Et donc, on a fait 6 mois plus tard une session de suivi. Et maintenant, en fait, c'est l'équipe RH là, qui continue de faire un touch point avec l'équipe à chaque 3 à 6 mois pour continuer à les soutenir à l'interne. Hum. Donc, je vois le temps qui passe, puis je veux qu'on ait le temps de pouvoir répondre à vos questions. Euh, Si jamais, bon, ça, c'est ma dernière diapositive, puis c'est vraiment un peu les messages clés avec lesquels je souhaite que vous repartiez, mais euh, encore une fois, la conscience de soi, c'est pas évident, mais comprendre euh, c'est pas du tout évident, mais c'est super important parce que c'est ça vraiment le premier élément qui vous permet d'influencer puis de changer les résultats ou qu'est-ce qui se passe. C'est pas évident non plus, il y a beaucoup de barrières, mais les comprendre, en fait, ça vous permet un peu comme d'adresser la résistance pour aussi provoquer un changement. Utiliser des données objectives, notamment, bon, oui, des évaluations de personnalité ou des évaluations 360 pour vraiment, euh, pour vraiment vous aider à savoir d'où est-ce que vous partez. Hum. On dit souvent chez Hogan, c'est pas d'où tu pars, en fait, ben, tu peux te rendre n'importe où, hein. Euh, euh, bon, miser sur un plan individualisé, la responsabilité, mais surtout le soutien plus, plus, plus. Je Hum. viens de traduire que je suis une milléniale en disant plus, plus, plus. Euh, Puis vraiment, oubliez pas que c'est un mode de vie, le changement. Puis c'est important là, tu sais, de vraiment focuser là, sur l'approche Kaizen là, quand vient le temps de se développer. Voilà. Hum. Merci Anne-Marie, tu nous as bien présenté là, la conscience de ça. Tu sais, en commençant par les barrières, on comprend bien que tu sais, c'est comme un mal, oui, mais pour un bien, tu sais, il faut comme accepter une Oui. source d'inconfort pour passer après ça à tous les avantages de la conscience de soi pour soi puis pour l'organisation. Là. Donc, merci beaucoup. Puis on est curieuse d'entendre vos questions à tous. Pendant qu'il y en a, si vous voulez les rédiger, on avait reçu aussi dans le Q&A plus privé, là, Anne-Marie, il y a quelqu'un qui me demandait comment les organisations peuvent créer une culture qui favorise et valorise la conscience de soi comme un atout stratégique. Euh, la culture, c'est qu'est-ce qu'on valorise, puis qu'est-ce qu'on valorise, c'est qu'est-ce qu'on récompense, puis qu'est-ce Hmm, qu'on punit. ouais. Donc, puis ça, c'est hyper important que les organisations le comprennent. S'il n'y a pas de changement au niveau de qui est récompensé puis et qui n'est plus récompensé, Mhm. ben, il y aura pas de changement de culture. Donc, Ouais. donner de l'espace aux gens, puis donner de la visibilité à vos leaders qui démontrent une conscience de soi, qui prennent le feedback, passer le message, tu sais, vraiment cultiver l'idée que le feedback, c'est un cadeau. Hmm. Puis c'est dommage de ne pas recevoir de feedback. Ça veut dire qu'on se prive d'informations qui pourraient tellement être importantes pour la qualité de nos relations personnelles, pour notre succès personnel, mais pour le succès de l'organisation aussi. On a vu
on a vu à plusieurs reprises des cas d'entreprises qui n'ont pas pris le feedback du marché et puis Hmm. finalement qui ont échoué. Donc, vraiment, je dirais, récompenser les personnes qui démontrent cette écoute et cette ouverture-là, puis aussi la mise en application de la rétroaction qui est communiquée. C'est vraiment intéressant là, de valoriser cette rétroaction-là, autant de la donner, la rétroaction, que de la recevoir, là. C'est pas plus confortable des fois de part et d'autre, mais après ça, quand on connaît C'est tous les vrai, avantages. c'est pas évident, même comme personne euh, qui donne du C'est feedback. ça. Tu sais, des fois, on a peur que la personne, comment est-ce que la personne elle va réagir. Mais je pense que, tu sais, de dire, c'est vraiment parce que, bon, je suis désolée, c'est un anglicisme, mais c'est vraiment québécois de dire ça, mais c'est vraiment parce que je care pour toi. Oui, c'est Euh, ça. je pense qu'il y a aussi comme l'approche, pas l'approche, mais l'intention aussi avec laquelle le feedback est donné qui est important. C'est non-verbal, les gens le ressentent, même si c'est intangible, là, que quand on a une bonne intention, euh, on donne du feedback. Exact. Tu reçois justement comme commentaire de nos participants là, qu'il y en a qui disent que c'est tellement essentiel, la connaissance de soi, c'est la base du leadership. Là, donc, ils apprécient Ah beaucoup oui, le partage que tu es venu faire aujourd'hui là, avec nous. Là. super. Euh, Puis sinon, tu sais, comment les organisations ils peuvent mesurer l'impact du développement de la conscience de soi? C'est une autre question que j'avais reçue, là, un peu comme, tu sais, vous nous avez présenté des graphiques, mettons qu'on veut les faire à la maison, là, ces études-là, là. Comment on pourrait mesurer notre impact, de la conscience de soi? Euh, Comment on peut mesurer? Je dirais, bon, d'abord, il faut assurez-vous d'avoir des données avant et Mhm. après. Ben, il faut avoir des données avant là, pour Ouais. pouvoir avoir un comparatif. Donc, avant de mettre en place une intervention pour développer la conscience de soi, puis supporter vos leaders, assurez-vous d'avoir des données. Euh, Mhm. Après, bon, quel type de données? Ben, c'est des types de données qui vont être les plus importantes à la performance de cet individu, mais aussi aux objectifs qu'il doit atteindre. Donc, il faut avoir des données de satisfaction des Mhm. clients, des parties prenantes ou des données euh, même plus financières. Ouais. Puis au niveau de l'impact de l'équipe, tu sais, au niveau de l'engagement, bon, on va avoir des données d'engagement, mais Mhm. un 360 aussi, Mm. c'est la meilleure façon Ouais. de vérifier si il y a un changement au niveau de la réputation. Mm. Euh, L'évaluation de personnalité va vous donner comme de base c'est quoi votre réputation à travers différentes situations. Mm. Euh, Puis c'est pas en repassant un test de personnalité vraiment qu'on peut mesurer s'il y a eu un développement de la conscience, de la connaissance de soi. C'est plutôt avec un 360 là, parce que la personnalité, elle reste euh, un peu stable là, tout au long de notre vie. Donc, ce que j'entends, les mesures de base que tu disais avant l'intervention seraient peut-être plus un test de personnalité et on poursuit à la fin avec, j'imagine, un 360 et des données objectives de Alors, KPIs. Oui? moi, je ferais données de personnalité pour Oui? l'intervention avec la personne. Oui, oui, ah oui. Euh, Puis, mais avec 360 aussi. Donc, on Mhm. commence avec ça. Puis, après Ouais. ça, il faut laisser suffisamment de temps aussi à la personne d'expérimenter, mais aussi que les autres perçoivent le changement. Mm. Parce que ça Ouais. prend du temps avant que les autres puissent le percevoir. Donc, Mm. un 360, 6 mois ou un an plus tard, là. Ah, c'est super clair. Merci Anne-Marie. Je vois pas d'autres questions apparaître, mais sachez en fait que Anne-Marie et moi, dans le fond, ben, vous pouvez m'écrire là, après la présentation si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête. Moi, je vais pouvoir les communiquer sans problème avec Anne-Marie. Aussi, dans le fond, on va vous remettre l'enregistrement, la présentation, comme on a dit tantôt dans le chat. Donc, on a encore une minute pour prendre des questions, mais, mais là, je vois comment je commence à avoir des remerciements. Là. On a Irène qui dit merci pour ce partage bien intéressant. Pierrette qui demande où on peut m'écrire. Ça vient d'apparaître à l'écran pour mon adresse à moi. Il y a aussi l'adresse d'Anne-Marie que vous pouvez aussi contacter. Donc,
Donc, on veut pas vous retenir vraiment plus longtemps. On était très heureuse, en tout cas pour ma part, Anne-Marie, j'étais très heureuse de t'accueillir Ah, moi aujourd'hui. aussi. Il y en Merci a qui ont beaucoup. adoré tes études de cas, donc merci de toujours rendre, Ah, ça très concret, là. Je pense que c'est très apprécié, là. J'entends des merci, bonne fin de journée, merci, très instructif. Donc, je ça pense fait que ça a été plaisir. très à valeur ajoutée. Merci beaucoup d'être venue, Anne-Marie. Ça fait vraiment plaisir. Je me souviens, moi, en fait, j'aime toujours entendre comment est-ce que des entreprises s'y prennent. Tu sais, il y Oui. a plein de façons de s'y prendre, mais ça me fait vraiment plaisir de savoir que ça vous a plu. Vraiment. Ah, merci beaucoup. Merci, Annie, d'avoir été une super euh, animatrice et co-hôte. Ça a été un plaisir. Merci.